Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Sur ce rond-point, réponse A, je cède la priorité à droite. Réponse B, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, question super intéressante. Vous faites beaucoup d'erreurs sur ces notions-là. Alors, déjà, il faut connaître la différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, tout d'abord, le carrefour à sens giratoire. Vous voyez bien que lorsque vous rentrez dans un carrefour à sens giratoire, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un panneau « Céder le passage ». Donc, vous devez céder le passage aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, qui viennent de gauche. Également, lorsque vous êtes à l'intérieur du carrefour à sens giratoire, également, vous avez la priorité sur les véhicules qui sont à votre droite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, eux aussi, un panneau « Céder le passage ». Ça, c'est pour les carrefours à sens giratoire. Concernant les ronds-points, et notamment ici, les ronds-points sans signalisation. En fait, c'est comme une intersection. C'est une intersection sans signalisation. Donc là, contrairement au carrefour à sens giratoire, c'est la priorité à droite qui prime. Donc, lorsque vous rentrez dans un rond-point, vous avez la priorité sur les véhicules qui viennent de votre gauche, et quand vous êtes dans le rond-point, vous devez céder la priorité aux véhicules qui sont à votre droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important.
Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour national, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 3. La principale catégorie des piétons tués est celle. Réponse A, des enfants. Réponse B, des personnes de plus de 65 ans. Et oui, les personnes de plus de 65 ans représentent 52% des tués parmi les piétons, alors que cette population ne représente que 17% de la population totale. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 4. La signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, question super intéressante. Alors déjà, on a ce panneau. Que veut dire ce panneau ? C'est un panneau de danger qui nous avertit d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, comme le montre le petit dessin. Alors, il y a le pendant de ce panneau qui indique une succession de virages dangereux dont le premier est à droite, comme le montre le petit dessin. Vous voyez, le virage commence à droite. Ensuite, la signalisation indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, ce panneau est un panneau de priorité qui indique que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Au-delà de ça, regardez bien. Les panneaux, il y a un panneau au-dessus de l'autre. Donc le panneau de virage dangereux est au-dessus du panneau de priorité d'intersection. Et ça a une signification. C'est pas là par hasard. Je sais que beaucoup d'entre vous là se posent des questions, se disent mais qu'est-ce qu'il raconte ? En fait, il y a des
ordres de préséance. C'est-à-dire que lorsqu'un panneau est au-dessus de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le panneau du bas concerne le panneau du haut. Ce qu'on appelle un ordre de préséance. Et là, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans cette situation? Ça veut dire que vous serez prioritaire à la prochaine intersection qui se trouvera dans la zone de virage dangereux. C'est ça que ça veut dire. Pour en revenir à la question, la signalisation indique une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche, la bonne réponse est la réponse A, que j'ai la priorité à la prochaine intersection, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 5. Ce panneau indique un passage piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, le panneau de danger qui indique un passage piéton, c'est celui-ci. Alors que le panneau qu'il y a sur la photo, c'est celui-ci. Et ce panneau-là indique un endroit fréquenté par des enfants. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir, notamment ici la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 7. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A 5 dixièmes, réponse B 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 130 km/h, réponse B 50 km/h, réponse C 110 km/h, réponse D 100 km/h. Alors,
effectivement, ici, on roule sur autoroute. Comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, vous voyez bien que lorsqu'on a une visibilité inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Ce véhicule transporte des matières interdites. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereuses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce poids lourd qu'il y a en face de nous a 2 plaques derrière son véhicule. Tout d'abord, la plaque de gauche, orange, et la plaque de droite, sous forme losange, est verte. Que signifient ces plaques? Alors, tout d'abord, la carte orange. Cette plaque orange s'appelle plaque code de danger. Il indique que ce véhicule transporte des matières dangereuses. Alors si tu remarques bien, cette plaque est composée de 2 rectangles. Le rectangle du haut qu'on appelle code de danger, par exemple matière inflammable, voilà, c'est le code de danger si la matière par exemple est inflammable, et en dessous on appelle ça le code matière, c'est-à-dire le nom de la matière. Par exemple, je sais pas moi, de l'uranium. Ensuite, la plaque losange. La plaque losange, elle s'appelle la plaque symbole de danger. Elle représente le symbole qui est donné au danger. Il faut savoir que ces symboles sont catégorisés par classe. Et il existe plusieurs classes de symboles de danger. Ici, par exemple, tu peux voir la fiche qui répertorie ces classes. Par exemple, les plaques symboles de classe 1, vous voyez, il y a marqué 1, représentent les matières et objets explosibles. Les plaques symboles de classe 3 représentent les liquides inflammables. Et tu vois, il y a marqué un petit 3 en dessous. Les plaques symboles de classe 5 qui correspondent aux produits qui favorisent l'incendie. Tu vois, il y a marqué 5 en dessous. Les plaques symboles de classe 7 qui représentent les matières radioactives. Ici, par exemple, dans notre cas, on a un losange vert avec un numéro 2 en dessous, qui représente les gaz, notamment ici les gaz non inflammables et non toxiques. Donc ici, est-ce que ce véhicule transporte des matières interdites? Bah non, si c'était interdit, il ne pourrait pas les transporter. Ce sont des matières régulées. Est-ce qu'il transporte des matières dangereuses? Bah oui, parce qu'il a il a 2 plaques, une plaque code de danger, une plaque symbole de danger. Donc il transporte bien des marchandises dangereuses. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 10. 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de cours pur, donc on va pas s'y attarder. Effectivement, 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule, sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 12. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la manette? Elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 13. La roue de secours est un accessoire obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, la roue de secours et ses autres accessoires, comme par exemple le cric, ne sont pas des accessoires obligatoires. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Je dépasse le van et le camion sans me rabattre. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, si vous regardez bien, on roule à peu près à 124 km/h. On est donc sur autoroute. Et sur notre voie de droite, on a un van gris avec une remorque. Et un peu plus loin, on a un poids lourd. Donc ici, on a affaire à deux véhicules qui, de manière réglementaire, vont rouler beaucoup moins vite que moi. Hein. En l'occurrence, un poids lourd, sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 km/h. Donc là, nous, on roule à 124. Donc il y a plus de 30 km/h qui nous séparent. Donc effectivement, dans cette situation, on va dépasser ces deux véhicules en un seul tenant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15.
Les chances de survie d'un piéton après un choc avec une voiture à 30 km/h est de A. 90%, B. 50%. Alors ça, encore une fois, c'est du cours. C'est du cours à 100%. Je vous incite vraiment à aller dans la formation. C'est pas des choses que vous pouvez deviner. Donc là, comme vous voyez sur le tableau, le pourcentage, enfin les chances de survie d'un piéton après un choc à 30 km/h est de 90%. Et il est de 20% après un choc à 50 km/h et quasi nul après 60 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. La chaussée se réduit à une voie de circulation. Réponse A, 600 mètres après le panneau. Réponse B, sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors ici, c'est une question très intéressante parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Alors, ici, comme vous le voyez, on a donc un panneau carré, donc un panneau d'indication qui nous indique que la chaussée se réduit à une voie. Juste en dessous, on a un panonceau. N'oubliez pas, les panonceaux viennent préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Ce panonceau, ça s'appelle un panonceau de distance. D'accord ? Donc, ce panneau de distance te dit que la chaussée va se réduire 600 mètres après le panneau. Ici, si par exemple, on avait eu 2 flèches sur le panonceau, ben, ça aurait eu une signification différente. S'il y a 2 flèches sur le panonceau, ça s'appelle plus un panonceau de distance, mais un panonceau détendu. Et là, ça aurait voulu dire que la chaussée se réduit sur une distance de 600 mètres après le panneau. Alors attention, ce que je vous dis, là, c'est valable seulement pour les panneaux d'indication. Ça aurait été complètement différent si on avait eu, par exemple, des panneaux de danger. Donc, je vous incite vraiment à aller dans la formation, revoir les cours sur les étendues de prescription selon les types de panneaux, parce que vous vous faites souvent piéger là-dessus, tout simplement par manque de connaissances. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Je peux m'arrêter devant l'arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, il est formellement interdit de s'arrêter ou de stationner devant un arrêt de bus.
ça constitue une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, je peux m'engager sur le carrefour. Réponse B, je ralentis et je reste prudent. Eh bien, ici, je ne vois pas ce qu'il y a derrière le camion. Le camion m'obstrue la vision. Donc, je ne vais pas m'engager comme ça sur le rond-point. Je ralentis, je reste prudent, je mets mon pied devant la pédale de frein. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule? Bah, la réponse est non. Question numéro 21. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 22. Les vitres avant et le pare-brise avant doivent offrir un coefficient de transparence d'au moins. Réponse A, 70%. Réponse B, 80%. Pour les autres vitres, le seuil minimal est de réponse C, 40%. Réponse D, 0%. Alors là, c'est une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, ce sont des chiffres à savoir concernant le pare-brise avant et les vitres latérales. Avant, le coefficient de transparence doit être d'au moins 70%. Pour les vitrages latéraux arrière et la lunette arrière, il n'y a pas de seuil. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 23. Particulièrement, réponse A, la zone A. Réponse B, la zone B.
Alors ici, vous voyez bien que en A, on a un véhicule qui circule dans notre sens de circulation et qui est très éloigné. Donc il est très loin. Alors que en zone B, on a une voiture qui arrive par la droite, certes d'une zone privée, mais par la droite, et qui est très proche de nous. Il serait susceptible de griller la priorité ou autre. Donc ici, je surveille particulièrement la zone B. Question numéro 24. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner en fait une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre ça? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec.
Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R. Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique. Donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 27. Ce symbole indique un parking réservé au tramway. Oui, réponse A, non réponse B. Situé généralement en périphérie des villes. Oui, réponse C, non réponse D. Alors, ce nouveau type de parking ont été créés justement en périphérie des villes, en général au début des lignes de tramway et de bus, pour que les usagers puissent se rendre en centre-ville en transport en commun. Alors, le P plus R, c'est pas pour parking relais, c'est pour park and ride. Alors, ce ne sont pas des parkings spécifiquement réservés aux usagers des tramways. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 28. Ce véhicule est réponse A, en intervention. Réponse B, un véhicule d'intérêt général. Réponse C, un véhicule d'intérêt général prioritaire. Réponse D, un véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, dans cette question, on aborde la notion de véhicule d'intérêt général. Alors, c'est quoi un véhicule d'intérêt général ? C'est un usager de la route qui dispose de règles bien particulières, différentes des règles pour un usager classique. Alors, tu dois savoir qu'il existe 2 types de véhicules d'intérêt général. Tu as les véhicules d'intérêt général prioritaires et tu as les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. Alors, concernant les véhicules d'intérêt général prioritaire, c'est quoi comme type de véhicule ? Ça va être tout d'abord les véhicules
hospitaliers, comme le SMUR ou le SAMU. Ça va être également les véhicules de lutte contre l'incendie, comme les pompiers. Ça va être également les véhicules de police. Quand je dis véhicules de police, ça comprend aussi les militaires, ça comprend les véhicules de la gendarmerie, ça comprend les véhicules pénitentiaires, ça comprend certains véhicules du ministère de la Justice. Voilà pour, on va dire, les principaux véhicules d'intérêt général prioritaire. Il y en a d'autres. Ensuite, concernant les véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage, ça va être principalement les ambulances privées, par exemple. Ça va être les véhicules d'intervention, d'électricité ou de gaz. Ça va être aussi les transporteurs de fonds, par exemple. Ou alors, certains véhicules d'intervention sur les autoroutes, comme les véhicules de la DIR. Alors, tu peux aussi reconnaître ces différents types de véhicules d'intérêt généraux par le son qu'ils font. Les véhicules d'intérêt général prioritaire ont des sirènes à 2 temps. Alors que les véhicules d'intérêt général qui bénéficient de facilité de passage ont une sirène à 3 temps. Alors après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi concrètement sur la route que d'être prioritaire ou que de bénéficier de facilité de passage? Alors, c'est une très bonne question. On va pas y répondre parce que c'est pas la question, mais sachez que vous devez savoir ce que c'est, la différence pour pouvoir passer l'examen du code de la route. C'est des questions qui tombent souvent. Donc là, je vous invite à aller dans la formation parce que c'est pas le sujet de la question. Alors, pour répondre à la question, lorsqu'on regarde cet usager, ce véhicule, est-ce qu'il est en intervention? Oui, on peut voir ici que ces sirènes clignotent. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général? Oui, c'est une ambulance privée, c'est un véhicule d'intérêt général. Est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire? Non. Pourquoi? Parce que c'est une ambulance privée. Ce n'est pas un véhicule hospitalier. Et est-ce que c'est un véhicule d'intérêt général qui bénéficie de facilité de passage? Oui, c'est bien un véhicule d'intérêt général qui bénéficie d'une facilité de passage. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 29. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Vous vous souvenez, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation.
Également, regardez bien, il se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir 2 choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés en rouge.
Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas, ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total. Réponse C. 4 dixièmes à chaque œil. Réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance. En général, on mesure ça chez un ophtalmologue. À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 34. Ce mineur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle, ses parents devront payer la contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
ici, on a affaire donc ici à un passager qui n'a pas sa ceinture. Alors, concernant la réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité, vous avez deux cas. Le cas où le passager est mineur et le cas où le passager est majeur. Dans le cas où le passager est mineur, c'est le conducteur qui devra payer l'amende. Dans le cas où le passager est majeur, c'est le passager qui devra payer son amende. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, attention, je sais que beaucoup de gens vont croire qu'il y a une erreur à cette question. Je répète, il n'y a pas d'erreur à cette question. Si tu es convaincu qu'il y a une erreur à cette question, je te conseille fortement d'aller dans la formation. La formation, elle est là pour cela. Donc, pas d'erreur à cette question. Question numéro 35. En période probatoire, après une conduite supervisée, je récupère. Réponse A, 2 points par an. Réponse B, 3 points par an. En période probatoire, après une conduite encadrée, je récupère. Réponse C, 2 points par an. Réponse D, 3 points par an. Alors, que l'on soit qu'on ait passé le permis en conduite supervisée ou en conduite encadrée, on récupère 2 points par an comme un permis conventionnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 36. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 4 à 5, réponse C 11 à 12. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc effectivement la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire est de réponse A 0,8 g par litre de sang, réponse B 0,4 mg par litre d'air. À partir de ce taux, le risque d'accident est multiplié par 15 réponse C, 10 réponse D. Alors, encore une fois, ça c'est des questions vraiment qu'on voit souvent. Donc
Ici, le taux d'alcool délictuel pour un permis probatoire, il est de 0,8 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,4 mg par litre d'air expiré. C'est le même que pour un permis normal. Donc à partir de ce taux, le risque d'accident, lui, il est multiplié par 10. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D? Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard.
Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement pour pouvoir croiser les véhicules et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.